La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Et puis, on a vu le ministre iranien des Affaires étrangères se rendre en Chine, discuter avec les responsables chinois. Je suis sûr qu'il a évoqué la position de l'Iran. Avec la situation dans le détroit d'Ormuz et la guerre en cours entre l'Iran et les États-Unis, tout cela avait déjà été coordonné auparavant entre les deux ministres des Affaires étrangères, celui de l'Iran et Wang Yi, le ministre chinois. Et ensuite, on a Donald Trump qui se rend à son tour en Chine. D'après ce qu'on a entendu jusqu'à présent, l'annonce portait essentiellement sur 2 points dans la déclaration de la Maison-Blanche à propos du détroit d'Ormuz. Le premier, c'est qu'il faut rouvrir le détroit d'Ormuz. Le second, c'est la démilitarisation du détroit d'Ormuz. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il parlait du système de péage que l'Iran essaye de mettre en place ou a déjà mis en place dans le détroit d'Ormuz. Oui. Et selon vous, quels sont les résultats ou les réussites de Donald Trump en Chine, compte tenu du conflit et de la guerre en cours entre l'Iran et les États-Unis? Eh bien, si votre invité avait été Pepe, il aurait été encore plus catégorique sur l'échec. Mais oui, c'était un échec total. Et je pense que c'était évident dès le voyage du ministre iranien des Affaires étrangères. Quiconque a suivi ce déplacement de près a vu le langage corporel, les publications sur les réseaux sociaux autour de la rencontre en Chine et la manière dont la présence iranienne a été perçue. Les Iraniens ont été présentés comme des héros, résistants face aux États-Unis. Et les responsables chinois ont déclaré que le statut international de l'Iran s'était considérablement renforcé, que cela aurait des conséquences sur le développement économique futur du pays, et ainsi de suite. Il était clair que les deux pays, lorsque leurs ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés et ont échangé, étaient en train de se coordonner. Et puis, les 30 navires qui ont quitté le détroit d'Ormuz le même jour que les négociations. Ça, c'était quelque chose que ces deux pays avaient préparé pendant plusieurs jours. Ce n'est pas du tout un hasard si ça s'est produit le jour même des discussions. Et bien sûr, il n'y a pas eu de déclaration commune entre les deux parties. En réalité, il n'en est rien sorti de concret. Même pour les avions Boeing, on ne sait pas vraiment si c'est un véritable accord ou simplement quelques remarques générales faites autour de la table des négociations. Et on a vu plus tard que dans une de ses interviews, Trump a en gros reconnu que les Chinois n'avaient rien dit sur le programme nucléaire iranien. Trump a dit que les Iraniens étaient fous et qu'ils ne devraient pas avoir l'arme nucléaire. Et le président Xi n'a pas réagi. Il est juste resté silencieux et la conversation a continué. Donc je pense qu'on peut dire que la version américaine de tout ce voyage est complètement déconnectée de la réalité. Et la partie sur l'Iran l'est encore plus. Mais ça veut aussi dire qu'on entre dans une nouvelle phase de la crise, parce que maintenant, ça fait plus de 2 mois et demi que la guerre a commencé. Nous sommes en guerre. C'est une guerre de siège. Les États-Unis ont bloqué le détroit d'Ormuz et l'économie mondiale se dirige vers une crise. L'Iran, lui aussi, se retrouve face à des difficultés croissantes à l'intérieur du pays. Mais moi, je pense que sur le long terme, c'est le monde qui sera plus abîmé que l'Iran, parce que l'Iran vit sous siège depuis des décennies et il saura s'en sortir. Ce sera difficile, bien sûr, surtout après les dégâts déjà causés. Mais je crois que les États-Unis savent très bien que cette guerre d'usure ne marchera pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu cette attaque militaire, enfin, plutôt pathétique, sur le détroit, une attaque navale dans le détroit d'Ormuz il y a quelques semaines. Elle a échoué. Ils n'ont pas réussi à faire sortir un seul navire du détroit. Donc, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on assiste à une offensive militaire, une vraie offensive d'envergure. Parce qu'au bout du compte, si le régime israélien la veut, si le lobby sioniste la veut,
alors ils l'obtiendront probablement. Je ne vois pas de changement radical aux États-Unis, pas encore en tout cas, d'un éloignement vis-à-vis du sionisme. Donc, je pense qu'il y aura une offensive militaire. C'est d'ailleurs l'évaluation qu'on fait ici. Il y aura probablement une nouvelle attaque contre l'Iran. Elle pourrait être un peu différente des précédentes. Les régimes israéliens et américains pourraient commencer à viser les infrastructures critiques iraniennes. Ce qui voudrait dire que l'Iran, à son tour, viserait des infrastructures critiques, que ce soit en Palestine ou dans la région du Golfe Persique. Mais, dans le Golfe Persique, avec la chaleur extrême de l'été, cela mettrait fin à ces régimes. Je veux dire, imaginez les Émirats arabes unis sans électricité en été, avec l'humidité et la chaleur. Personne ne pourrait y rester, ni au Koweït, ni même en Arabie saoudite. L'ancien chef du renseignement saoudien, quand il a écrit cet article dans un média proche du régime, expliquait que l'Arabie saoudite essayait de prendre ses distances avec la guerre. Mais dans cet article, il disait en substance que le pays pourrait être détruit si ses infrastructures vitales, situées tout le long du Golfe Persique, étaient anéanties. Donc, si on s'en prend aux infrastructures critiques de l'Iran, ce serait une défaite pour les États-Unis, parce que leurs alliés seraient écrasés. Et ce n'est pas une guerre que nous voulons. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Et souvenez-vous, même si l'Iran a réussi à détruire énormément de choses dans la région du Golfe Persique, moins de 20 personnes sont mortes dans l'ensemble de ces 5 pays. L'Iran a fait attention à ne pas tuer de civils innocents. Pourtant, 3400, 3450, je ne connais pas le chiffre exact, Iraniens ont été massacrés, abattus. Nous sommes donc dans une situation très dangereuse en ce moment. Et je pense que chaque jour qui passe, vous l'avez entendu d'autres, vous le savez sans doute mieux que moi, et je le répète depuis un moment, nous nous dirigeons vers une récession mondiale, une récession majeure. Si cela continue, ce sera une dépression mondiale. Mais si la guerre éclate et qu'elle devient vraiment violente, s'il commence à frapper les infrastructures critiques iraniennes, alors je pense qu'une grande dépression économique, une dépression économique mondiale sera inévitable. Et cela changera la vie de tout le monde. C'est quelque chose que le monde devrait vraiment craindre. Quelle est votre compréhension de ce nouveau concept dont on parle dans les pays du Golfe, ce qu'ils appellent le pacte de non-agression? Et comment cela s'articule-t-il? Est-ce que cela a été communiqué aux Iraniens? Sur quoi repose ce concept? Quelle en est la base, le fondement? Est-ce que c'est lié à l'architecture de sécurité de la région? Et comment l'Iran perçoit-il cela? Eh bien, c'est vague. C'est très vague. Et ces pays-là, s'ils avaient dit non aux Américains dès le départ, on n'aurait pas eu cette guerre. D'un point de vue logistique, les Américains ne peuvent pas mener une guerre sans le soutien de la Jordanie, le plein soutien de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, des Émirats, du Qatar, de Bahreïn, du Koweït, et il n'y aurait pas eu de guerre. Et maintenant, dire que c'est un pas positif, oui, mais c'est loin d'être suffisant. Les Américains doivent partir. L'Iran n'acceptera plus la menace américaine dans la péninsule arabique. Et nous avons déjà assez souffert. Nous avons beaucoup trop souffert. Donc oui, c'est, je dirais, un bon pas dans la bonne direction. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je veux dire, la non-agression, l'Iran n'a pas déclenché cette guerre. C'est un peu comme, vous savez, à l'époque où ils soutenaient Saddam Hussein, quand les États-Unis ont poussé Saddam Hussein à envahir l'Iran. Ces mêmes pays ont aussi financé cette guerre. Ils ont contribué à tuer, je pense, si on inclut les zones kurdes,
où Saddam finançait les groupes terroristes et où l'Occident finançait aussi des terroristes. Près de 200 000 personnes du côté iranien. Et ensuite, ils ont commencé à financer Daesh et Al-Qaïda ces 20 dernières années, en Syrie, en Irak et ailleurs. Et bien sûr, ils ont été une force destructrice dans d'autres régions. Pendant le printemps arabe, ils ont détruit la Libye et la Syrie. Ils ont ravagé une grande partie du Yémen. Ils y ont mené une guerre génocidaire. Bien sûr, tout cela s'est fait sous le parapluie américain et israélien, dans le cadre des intérêts des États-Unis et d'Israël. Ils ont contribué à détruire l'Irak. Et c'est intéressant. Ils ont soutenu Saddam Hussein, lui ont donné des centaines de milliards de dollars. Puis quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, ils se sont retournés contre lui. Et quand les États-Unis ont envahi, l'Iran n'a jamais permis aux troupes américaines d'entrer sur son territoire, même quand elles voulaient reprendre le Koweït. Plus tard, après le 11 septembre, quand les États-Unis ont menti à propos des armes chimiques, les mêmes armes chimiques que les Américains, les Allemands et les Européens lui avaient fournies, quand ils ont menti sur ces armes que Saddam ne possédait plus, ces pays ont aidé les États-Unis à envahir l'Irak. Et l'Iran s'opposait à la guerre. L'Iran n'a pas aidé les États-Unis. Il était totalement contre cette guerre. Ces régimes n'ont donc aucun principe. Ils n'ont rien. Ce sont des instruments des États-Unis. Et ils ont détruit pays après pays, encore et encore. Leurs politiques destructrices ont contribué à créer la misère en Palestine, au Liban, en Syrie, en Irak, en Iran, au Yémen, au Soudan, en Somalie, en Libye. Franchement, c'est incroyable à quel point ces 5 régimes sont destructeurs. Et pourtant, l'arrogance de leurs dirigeants n'a aucune limite. Dans les années à venir, ils vont devoir se comporter autrement. Les Iraniens ne vont plus accepter d'être utilisés comme des intermédiaires des États-Unis contre l'Iran ou contre les alliés de l'Iran. Mais malgré tout, c'est une avancée dans la bonne direction. Je pense cependant qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver là où nous devons aller. L'Iran n'a aucune ambition impériale, et ceux qui prétendent le contraire disent n'importe quoi. L'Iran n'a aucune base militaire, nulle part dans la région. Il n'y a pas de drapeau iranien, et il n'y en a jamais eu, en Irak sauf à l'ambassade, en Syrie sauf à l'ambassade, au Liban, au Yémen, en Afghanistan, nulle part. L'Iran n'a jamais eu de base. Regardez la Turquie, regardez les Américains, regardez tous ces régimes. Ils ont des bases un peu partout, du soutien. L'Iran, lui, n'en a pas. L'Iran a des alliés qu'il soutient, et ces alliés ont un vrai soutien populaire. Parce que sans ce soutien populaire, comment le Yémen aurait pu tenir? Comment le Hezbollah aurait-il pu survivre? Comment les amis et les alliés de l'Iran en Palestine auraient-ils pu continuer? Ils soutiennent des mouvements de libération contre l'Empire. Mais l'Iran, lui, ne possède rien de tout ça. Quand l'Irak s'est effondré, est-ce que l'Iran a pris le contrôle d'un seul territoire irakien comme compensation pour la guerre? Est-ce que l'Iran, dans le chaos, aurait pu s'emparer d'une partie de l'Irak et dire « Voilà, c'est le nouvel Iran ». Non. Et c'est pareil avec l'Afghanistan. Qu'est-ce que, disons, les talibans auraient pu faire contre ça? Rien. Mais l'Iran n'a pas d'ambition impériale. Et vous savez, beaucoup de gens l'ignorent. Mais aujourd'hui, l'Irak doit à l'Iran plusieurs milliards de dollars. Parce que l'Iran leur fournit de l'électricité, du gaz naturel et encore de l'électricité. Et les Irakiens ne payent pas, parce que les États-Unis ne le leur permettent pas. Mais l'Iran ne coupe pas le gaz pour autant. Même si, à cause de la guerre et des frappes sur ses installations gazières, il en manque lui-même. Malgré ça, l'Iran continue de leur fournir de l'énergie pour que les villes irakiennes aient de l'électricité. Autrement dit, l'Iran dépense de l'argent en Irak. Il fournit des ressources énergétiques et il n'est pas payé pour ça, simplement parce qu'il ne veut pas que le peuple irakien reste sans électricité.
Et en plus, l'Iran est sous sanctions en temps de guerre. Donc non, l'Iran n'a pas d'ambition impériale. Mais ces pays-là, eux, ont causé un tort infini à notre pays. Quand on parle de guerre, d'un nouveau cycle de guerre, il y a 2 jours, j'écoutais l'un des commandants en Iran. Il disait qu'ils s'attendent à une attaque des États-Unis. Mais la question pour eux, c'est de savoir comment cette attaque va se faire. Est-ce que ce sera une opération d'assassinat, une invasion, des frappes contre les réseaux électriques ou les installations pétrolières? C'est la question qu'ils se posent. Ils évaluent ou réévaluent les nouvelles menaces. Mais à quel point l'Iran est-il prêt? Si on parle de son arsenal, de ses missiles balistiques, de ses drones, en Occident, on a 2 évaluations. L'une, si je ne me trompe pas, vient de CBS News, avec le New York Times, qui estime qu'environ 70% de l'arsenal iranien est encore intact par rapport à ce qu'il était avant le début de la guerre. Et la nouvelle évaluation, celle de CNN, parle de 90%. Alors, quel est le vrai chiffre? Et surtout, que sait-on vraiment du niveau de préparation de l'Iran pour cette nouvelle phase de guerre? Militairement parlant, l'Iran est fort. Pas économiquement, non. Sur le plan économique, l'Iran traverse une période difficile. Mais sur le plan militaire, l'Iran est aujourd'hui plus puissant qu'avant la guerre. Nettement plus puissant. Son arsenal de missiles est plus développé qu'il ne l'était avant le conflit. Ses capacités en matière de drones aussi. Et l'Iran est prêt pour une guerre terrestre. On pense que l'Iran se prépare à une offensive maximale en s'appuyant sur des milliers de terroristes kurdes venus du Kurdistan irakien. Mais si cela se produit, ce sera, disons-le clairement, la fin du Kurdistan irakien. L'Iran fera en sorte qu'après la guerre, cette région soit démantelée et entièrement placée sous le contrôle du gouvernement central à Bagdad. Alors vous savez, l'Arabie ferait bien d'être très prudente quant à son avenir. Parce que si elle coopère, si elle laisse ces terroristes entrer en Iran, une fois la guerre terminée, l'Iran fera en sorte qu'il n'y ait pas de gouvernement local, pas d'autonomie dans le nord de l'Irak. Ce sera contrôlé par Bagdad. Donc c'est à eux de décider de leur avenir. Ensuite, il y a les terroristes wahhabites salafistes, ceux qui ont toujours été des instruments de l'Occident, dans toute la région et même dans le monde. Le long de la frontière pakistanaise, à l'intérieur du Pakistan, ils se préparent aussi à lancer une attaque. Ils sont en train d'être préparés pour une offensive à l'intérieur de l'Iran. Et puis il reste les membres de ces milices qui ont mené le soulèvement armé il y a quelques mois, les 8 et 9 janvier, si je ne me trompe pas. Vous savez, notre calendrier est différent. Alors moi, je connais mieux les dates persanes que les dates anglaises. Mais les soi-disant manifestants pacifiques, vous savez, tout ce discours, toute cette absurdité qu'on entend dans les médias occidentaux, eh bien, eux aussi, d'après ce qu'on entend ici en Iran, se préparent à des attaques et à des attentats terroristes dans de grandes villes comme Téhéran. Et ensuite, il y aurait une offensive conjointe sioniste, israélienne et américaine contre les infrastructures critiques iraniennes, et peut-être même des attaques américaines sur les îles, sur le continent et à l'intérieur du pays, en profondeur, comme lors de l'opération ratée près d'Ispahan, où ils ont essayé de localiser et d'extraire l'uranium enrichi de l'Iran. Voilà, c'est le scénario maximal, et c'est à cela que les Iraniens se préparent. Une attaque totale, pour voir s'ils peuvent renverser la situation et gagner la guerre. Ils échoueront. Mais la riposte iranienne, Nima, sera dévastatrice pour le régime israélien. Dévastateur, bien pire que la guerre de 39 jours. Et pour les régimes du Golfe Persique, je pense que ce sera la fin. Très probablement, ça les fera tomber. Parce que dans ces conditions, en été, avec l'humidité et la chaleur qu'on connaît dans le Golfe,
Si les infrastructures vitales de l'Iran sont visées, l'Iran ripostera en frappant leurs propres infrastructures vitales. Et ça, ce sera la fin de ces régimes. Personne ne peut vivre aux Émirats sans électricité ni eau. Ils devront tous monter dans leur voiture, traverser le désert, aller jusqu'à Oman pour discuter et rester là-bas. Ce sera la fin de ces régimes. On ne peut pas vivre là-bas. Et les troupes américaines devront elles aussi quitter ces régimes. La chaleur sera insupportable. Les Américains, dans leur obéissance aux lobbies sionistes et au régime sioniste, vont non seulement détruire ces pays, mais aussi ruiner l'économie mondiale. Parce que si cela se produit, il faut en être sûr, une grande dépression économique mondiale est certaine à 100%. Elle aura lieu, c'est inévitable, et elle changera la vie de tout le monde. Le monde sera alors un endroit très différent. Et nous nous dirigeons déjà vers des temps sombres à cause de ce qui s'est passé jusqu'ici. Mais si cela arrive, je pense que ce qui nous attend sera bien pire que la trajectoire sur laquelle nous sommes actuellement. Dans le communiqué de la Maison-Blanche, il parle essentiellement d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de démilitarisation. Je ne vois aucun problème avec la position iranienne sur ces deux points. L'Iran veut ouvrir le détroit d'Ormuz. Et en réalité, le principal problème pour l'Iran aujourd'hui, c'est la militarisation de ce détroit et ce que font les États-Unis avec cette situation de blocus. Est-ce qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, un désaccord sur ces deux points dans le communiqué de la Maison-Blanche, celui qui résume la rencontre entre Donald Trump et Xi? Encore une fois, il n'y a pas de déclaration commune. Donc je pense que l'ouverture du détroit d'Ormuz, c'est ce que veulent l'Iran et la Chine. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est comme ça que les affaires se font. La démilitarisation, l'Iran n'a pas commencé la guerre. Et la destruction de ses bases américaines, c'est une étape vers la démilitarisation du Golfe Persique. Et si l'Iran va contrôler le détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement pour se faire compenser de ce que ces régimes arabes ont contribué à faire subir à l'Iran, mais aussi pour s'assurer que les États-Unis ne transforment pas à nouveau le Golfe Persique en base militaire pour attaquer l'Iran. Donc, à mon avis, quand les États-Unis parlent de démilitarisation, ce qu'ils veulent dire, c'est que l'Iran doit lever les mains, brandir le drapeau blanc et se soumettre aux États-Unis et au régime israélien. Ouvrir le détroit d'Ormuz pour les États-Unis, ça veut dire maintenir le blocus des ports iraniens et permettre aux alliés américains d'exporter du pétrole. Ça n'arrivera pas. Et une attaque contre l'Iran ne changera rien à cela. Une attaque contre l'Iran mènera à la destruction de ce qui reste des infrastructures pétrolières et gazières, ainsi que des infrastructures vitales dans les régimes arabes. Et cela pourrait bien provoquer la fin de ces régimes. Ce serait aussi la destruction d'un grand nombre de navires, voire de tous les navires, dans le Golfe Persique. Et tout ça conduirait à une crise économique bien plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui, et probablement plus grave encore que celle que nous allons connaître. Ce n'est pas une situation où les Américains peuvent gagner, mais c'est une guerre que le régime israélien veut, une guerre que le régime israélien réclame, une guerre que les sionistes réclament. Les sionistes veulent détruire l'économie mondiale, détruire l'économie américaine, au profit du régime israélien. À mon avis, c'est suicidaire pour le sionisme, parce que le sionisme s'est déjà discrédité et s'est déjà révélé au monde comme étant génocidaire. Mais maintenant, il dit au monde, nous allons détruire votre mode de vie, le mode de vie de tout le monde, partout dans le monde. Et ça, je pense que ça aura un impact encore plus fort sur la perception du sionisme dans le monde et aussi aux États-Unis.